Et bienvenue à cette conférence et bienvenue en particulier aux personnes qui sont extérieures, entre guillemets, au pôle Léonard de Vinci. C'est le jeu de ces conférences qu'on appelle Person of Interest. C'est un cycle de conférences où on essaye de faire en sorte que des gens qui ont des choses intéressantes à dire puissent le dire à ceux que ça intéresse au sein du pôle, mais aussi à l'extérieur du pôle. Et bienvenue à vous tous. Alors, je ne vais pas être long, je suis le directeur général du pôle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais je suis surtout là donc, pour dire quelques mots sur Clément. Donc, Clément Duhard qui va vous parler. Clément est un jeune, ça se voit, jeune enseignant-chercheur qui a déjà fait un beau parcours, puisqu'il a, après avoir fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ECE, devenu ingénieur dans les domaines de l'électronique, de l'informatique, etc. Il a fait un doctorat, il s'est engagé dans un doctorat, et de façon suffisamment brillante pour être repéré pendant son doctorat par le Media Lab du MIT, il en parlera mieux que moi, et qui du coup l'a invité à venir aux États-Unis pour travailler sur des projets du Media Lab. Le Media Lab, c'est ce fameux laboratoire qui était à l'origine d'un grand nombre d'innovations dans le domaine notamment des interactions hommes-machines, etc. Et très prestigieux, et qui a une caractéristique, c'est qu'il est très, très concret. Ce Media Lab, vous y côtoyez des chercheurs de très haut niveau et qui en même temps réalisent des prototypes. Moi, je me souviens, il y a pas mal d'années, mais c'est le seul endroit universitaire où j'avais vu des Lego qui traînaient dans les coins. Effectivement, les gens faisaient des maquettes. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà, ce Media Lab est un endroit extraordinaire, à la fois dans le concret et dans la pluridisciplinarité. C'est l'une des caractéristiques aussi de Clément, c'est qu'il est curieux et il va sur suffisamment de domaines différents, l'électronique, l'informatique, l'intelligence artificielle, etc., pour rassembler tout cela et les faire converger donc, sur des projets intéressants et concrets aussi, puisque le projet dont il va vous parler est un projet très concret. Donc on est dans l'enseignement et la recherche concrète. Alors Clément est donc enseignant-chercheur ici au pôle, affecté à l'école d'ingénieur, et aussi chercheur associé au MIT. Il a les deux statuts et il alterne entre les deux structures. Et il a suggéré l'idée de monter au pôle Léonard de Vinci ce qu'on appelle un centre d'innovation qu'on appelle DVIC, De Vinci Innovation Center, qui se veut un lieu où des projets réalisés par des étudiants de l'une de nos trois écoles ou en groupe transverse, etc., des projets à haut potentiel pourront se développer, s'épanouir, coachés par justement Clément et d'autres anciens chercheurs pour en faire des projets très visibles, éventuellement entrepreneuriaux, très innovants, etc. Donc un lieu pour cultiver et faire incuber de façon particulière les projets les plus intéressants. Voilà. On attend évidemment beaucoup de tout ça au niveau du pôle et qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà. Clément, à toi. Merci Pascal. Bon, je sais, le titre ne correspond pas à ce pourquoi vous êtes venu, mais c'est comme dans toute chose, il faut mettre un peu des titres un peu accrocheurs, qui étaient, il me semble, l'intelligence artificielle et réalité virtuelle au service de l'écologie. Je pense que si j'avais mis ce titre au départ, personne ne serait venu, mais on va essayer d'être un peu plus précis, puisqu'après tout, on fait un peu de science. Alors la présentation sera en français pour le confort de tous, on est tous francophones, alors on ne va pas s'embêter. Je vais vous parler d'un modèle sensoriel ubiquitaire, donc pas de panique, on va comprendre ce que c'est, pour les sciences environnementales, l'interaction de la recherche et l'engagement public pour la restauration de zones humides. Alors quand on parle de restauration, tout commence par un site. Ceci est Tidmarsh, une ferme de Canneberge, donc Cranberry, qui est de taille industrielle. C'est la plus grande ferme de canneberge nord-américaine. Elle se situe dans le sud du Massachusetts, tout près de Cape Cod. Et elle fait un peu plus d'1 hectare de surface cultivée, donc de production. Pourquoi est-ce que ce genre de site est intéressant, malheureusement? C'est pour faire pousser de la canneberge, elle a besoin d'énormément d'eau. Donc on construit des bassins de rétention et on inonde, comme des barrages, des zones immenses d'eau pour faire pousser la canneberge. Alors bien entendu, vu qu'on veut stocker l'eau, on va plutôt prendre des zones où il y a de l'eau
et où le sol est imperméable. Et en fait, bien souvent, ce type d'infrastructures agricoles, mais même en règle générale, les infrastructures agricoles sont friands des zones qu'on appelle les zones humides, qui sont des endroits avec un haut potentiel en biodiversité. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc le but du jeu, qui s'est posé il y a 10 ans, donc c'est des résultats c'est un projet qui a démarré il y a un peu plus de 10 ans. Le but a été comment est-ce que ce genre de friches industrielles, donc aussi d'autres zones agricoles, est-ce qu'on est capable de les restaurer? Parce qu'on peut se dire, j'ai un terrain vague, enfin, j'ai une industrie, je vais enlever le butime, je vais enlever les immeubles, etc. Et puis paf, c'est restauré. Sauf qu'entre-temps, on a le sol qui est pollué. Entre-temps, on a détruit tous les écosystèmes, tous les habitats naturels. Et donc, en fait, on ne sait pas à l'heure actuelle quantifier et surtout, on ne sait pas restaurer ce genre d'infrastructure. Donc, la question, c'est 1, comment est-ce qu'on restaure? La question 2, c'est comment est-ce qu'on évalue si on a bien restauré? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, quand on fait une infrastructure, par exemple pour Notre-Dame-des-Landes, il y a le promoteur achète des crédits de biodiversité. C'est la loi. Il doit acheter des crédits biodiversité, c'est-à-dire que s'il détruit une certaine zone avec un certain niveau de biodiversité, donc j'emploie le mot certain à bon escient, c'est-à-dire en fait personne ne sait quantifier ça, eh bien, il doit s'engager à reproduire une zone pour maintenir cette biodiversité. Donc actuellement, on met des bûches de troncs dans un champ en disant j'ai fait ma compensation en biodiversité, comme on peut faire de la compensation carbone, on retrouve les mêmes phénomènes. Et aujourd'hui, on n'en a aucune idée quand on parle de biodiversité et d'environnement, en fait, c'est des mots creux. On ne sait pas à l'heure actuelle ce que ça veut dire et ce que ça signifie. Donc derrière ce projet de restauration, il y a surtout arriver à lever en tout cas donner les outils scientifiques pour pouvoir un jour quantifier ça. Donc qu'est-ce qu'une zone humide? Alors une zone humide, c'est bien sûr une zone saturée en eau de façon périodique, saisonnière ou constante. Un marais, c'est constamment rempli d'eau, de sorte qu'il a toutes les caractéristiques d'un écosystème distinct. Les zones humides jouent un rôle important dans l'environnement, si ce n'est l'un des plus importants, puisque d'abord ils assurent la purification de l'eau, ils filtrent l'eau dans les nappes phréatiques, ils font du contrôle de flux de l'eau, c'est-à-dire ils limitent les risques d'inondation, ils font un point très très important, on parle tous de la forêt amazonienne, le poumon du monde. En fait, toutes les zones humides sont les poumons du monde, puisqu'elles ont un fort pouvoir de captation en CO2. Par exemple, la mangrove va capter le CO2 dans l'atmosphère et le stocker sous forme sédimentaire dans le sol. Et 1 million d'années plus tard, on a du pétrole. Nous, pendant un siècle, on a fait le processus inverse. Et enfin, ça stabilise les côtes. Mais peut-être la chose la plus importante, c'est que les wetlands sont, ce qu'on dit, l'écosystème avec le plus haut niveau de biodiversité, parce qu'il sert, le sol est riche en minéraux, donc les plantes poussent bien, on a tout un tas d'habitats naturels mis à disposition pour les insectes, les animaux, etc. Et ce qui est intéressant en fait dans une zone humide, c'est non pas d'étudier la qualité de l'eau ou le climat, ce qui est intéressant c'est de comprendre les interactions et comment est-ce qu'une zone humide se développe. Comment est-ce que la forêt tropicale, par exemple, naît? Elle n'apparaît pas spontanément comme ça, on n'a pas des arbres de 200 mètres de haut qui arrivent tout d'un coup, c'est tout simplement une itération, un développement itératif qui s'enchaîne et qui permet de construire, par exemple, une forêt tropicale ou des zones humides. Alors, quelque chose que j'ai relevé dans France Info, c'était il y a quelques semaines, ça m'a beaucoup parlé, l'intensification agricole menace de nombreux oiseaux. En 20 ans, la moitié des volatiles qui nichaient dans les milieux agricoles ont disparu dans le Nord-Pas-de-Calais. Certaines espèces ont carrément été décimées, comme les linottes mélodieuses ou les tourterelles des bois. Moins 72%. Là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé une question. Alors, je suis provinciaux, il y a peut-être beaucoup, je ne sais pas s'il y a beaucoup de provinciaux, mais moi, quand je me baladais en forêt, quand j'étais jeune, je voyais tout un tas de biodiversité naturelle, des libellules, des abeilles, etc. Et puis je me dis, comme Pascal l'a gentiment souligné, je suis encore jeune. Je me dis, mes enfants et petits-enfants, comment est-ce qu'ils connaîtront les libellules et les oiseaux? Est-ce qu'ils y verront à travers des fossiles? Est-ce qu'ils iront dans un zoo pour découvrir à quoi ressemblent ces oiseaux? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est que le cycle de développement de la nature n'est pas notre cycle à nous. La nature, une forêt tropicale, c'est 1000 ans. Une zone humide,
pour arriver au seuil dit de zone humide, c'est 500 ans. Hein. Sur Tidmarsh, c'est à peu près 500 ans qu'il faut si on n'y fait rien. Sauf que quand on voit qu'en 20 ans, des espèces entières disparaissent, on a un problème d'échelle. Ça a été suffisamment important, et alors c'était avant l'ère récente américaine, pour que notre projet Tidmarsh soit en une du New York Times, pour soulever et expliquer tous ces enjeux derrière, qui se cachent derrière en fait, ce projet, qui consiste au-delà de la restauration, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire restaurer et surtout qu'est-ce qu'une zone humide. Parce que quand on comprend le fonctionnement d'un écosystème en zone humide, on a couvert la majorité des écosystèmes. Donc avant tout, on a des scientifiques dans l'environnement. Donc on a différents types de personnes qui travaillent sur le site. Il faut savoir que le projet, c'est 27 universités. Notre groupe de recherche au Media Lab est le groupe pilote, donc qui chapeaute en fait le déploiement et le processus de restauration. Donc on a des personnes qui effectuent effectivement la restauration. Donc très concrètement, ça consiste à casser des digues, ça consiste à transporter des bûches de bois pour faire des refuges pour les animaux, ça consiste à purifier le sol, à le dépolluer, hein, le nitrate. Donc on a des personnes également qui analysent la qualité du sol, des personnes qui mesurent la topologie au sol, d'autres qui mesurent la qualité de l'eau, enfin les plantes, etc. Bon, ça c'est comme ça que travaillent les scientifiques environnementaux. Quel est le problème qui se pose là-dedans? C'est que là on fait tout à la main. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant ça fait un siècle qu'on parle d'environnement. Je trouvais des articles en 1944, à l'époque de la bombe atomique, ils croyaient que le nucléaire allait nous sauver et protéger et décarboner notre planète. En un siècle, voilà, on va sur la Lune, on a des projets de conquête spatiale, mais aujourd'hui, pour mesurer la qualité de l'eau, en fait, on va mettre des instruments dans des zones, et ces mêmes scientifiques, ils vont aller changer les piles tous les 3 jours, et ils vont arriver avec leur clé USB, ils sont passés à la clé USB, pour télérelever les données. Quel est l'effet un peu vicieux de ce travail manuel? C'est qu'en plus, les zones intéressantes sont souvent inaccessibles. Je vous promets, quand nous, on a déployé dans le marais, vous verrez des photos tout à l'heure, des câbles, pour faire 200 mètres dans un marais, ça peut prendre des dizaines d'heures. Parce qu'on marche sur une zone, et puis tout d'un coup, plouf, on se retrouve avec de la vase jusqu'au cou, avec le câble, le matériel, et puis on essaie de se dépioter. Ça, c'est la réalité des gens qui font de la recherche environnementale à travers le monde. C'est ce qu'on a présenté à la Society of Wetlands, qui est la conférence principale des wetlands, et tous les gens présentent leurs travaux ainsi. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que des ingénieurs en technologie de l'information peuvent apporter comme solution? Bon, vous avez bien compris que ça, c'est quand même un point important pour les scientifiques qui travaillent dans l'environnement. Fournir une technologie qui permet donc de mesurer de façon permanente l'évolution de l'écosystème à différents niveaux, à la fois au niveau du sol, mesurer la moisissure dans le sol, le taux d'humidité, être capable de faire des télérelevés de l'évolution microclimatique de la zone, être capable d'identifier la faune et la flore en temps réel, etc. Et de leur donner toutes ces informations de façon à ce qu'ils puissent analyser ça enfin dans leur bureau, plutôt qu'en grenouillère en plein milieu du marais. Il y a une autre dimension à ce projet, qui est l'engagement public. Parce qu'en fait, on parle tous d'écologie, on parle de beaucoup de choses, mais concrètement, il n'y a pas encore de réelle perception de ce que c'est qu'un écosystème et surtout de l'impact qu'on en a nous-mêmes dessus. Donc on a toute une dimension qui est d'utiliser des technologies de réalité immersive, c'est là où arrivera la réalité virtuelle, pour favoriser et expliquer en fait aux plus jeunes, mais aussi surtout à nos politiques. Hein, quand on met un casque de réalité virtuelle, j'ai fait la démonstration à Roland Lescure, qui est un député des Français de l'Amérique du Nord. Il a été impressionné en fait de son ignorance de comment fonctionne un écosystème et de son impact quotidien qu'on a dessus. Et donc il y a toute cette dimension à la fois fournir aux scientifiques un engagement public. Alors le projet s'appelle Networked Sensory Landscape. Il a été initié par Gloriana Davenport, qui était professeure au MIT Media Lab et qui surtout était la propriétaire de la ferme de Tidmarsh, de Canneberge. Après avoir été professeure, elle s'est dit « je vais me lancer dans l'agriculture ». Bon, pourquoi pas. Et puis donc elle a lancé cette idée en discutant à Joseph Paradiso, qui est donc le professeur de notre groupe de recherche, où ils se sont dit à l'époque, bon, j'ai une ferme de canneberge,
j'aimerais bien la restaurer parce que en fait on ne sait pas faire. Et puis en discutant, ils se sont dit que ça serait bien si on pouvait collecter des données depuis un réseau dense de capteurs environnementaux afin de donner la perception comme si on naviguait dans le site. Donc comme si à distance j'étais sur Tidmarsh et je pouvais me balader dans Tidmarsh. Donc concrètement, ça s'est transformé en la conception d'une réalité virtuelle qui est entièrement resynthétisée en temps réel à partir des données extraites depuis Tidmarsh pour donner la perception d'être sur Tidmarsh. C'est ce qu'on appelle la réalité mixte et croisée. Ça se découple en deux éléments. Le premier, c'est une réflexion autour du futur du documentaire. Aujourd'hui, quand on regarde un documentaire, en fait, c'est un film. On s'assoit dans son fauteuil, on démarre, et puis on attend la fin si on ne s'endort pas avant. Et en fait, ce documentaire, aussi bien il a pu être pensé, il n'est absolument pas personnalisé. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont s'intéresser aux 5 premières minutes, d'autres les 5 au milieu, etc. Et là, la question, c'est de se poser. Alors, Gloriana dirigeait en fait un groupe de recherche qui a développé pas mal de technologies pour le cinéma au début du Media Lab. C'était la raison du Media Lab au départ, le cinéma. Et elle s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, avoir autre chose comme documentaire qu'un simple film où on subit l'information? Et donc, l'idée a été d'utiliser la réalité virtuelle dans laquelle on va être en immersion sur le site et dans lequel, en naviguant dans l'environnement, on va pouvoir être guidé à travers une nouvelle forme de documentaire où le système va détecter ce qui nous intéresse et donc nous apporter les informations qui peuvent nous intéresser ou l'histoire qui nous intéresse. Une autre dimension, alors là c'est plutôt côté Joe, ça a été d'apporter d'augmenter les perceptions humaines, donc sans aller dans du transhumanisme. Pour ceux qui lisent l'actualité, il s'agit là de fournir un appareillage technologique pour augmenter les perceptions que l'on a de notre environnement. Donc on connaît tous la réalité augmentée, on a tous lu au moins dans les magazines, on a des lunettes HoloLens qui détectent ce qu'on est en train de regarder et qui peuvent nous envoyer de l'information supplémentaire dans notre champ visuel. Mais on travaille également sur le sens auditif, comment augmenter la perception acoustique que l'on peut avoir de notre environnement. Avant tout ça, il faut collecter les données. Alors bien sûr, on a des capteurs qui, eux, sont déployés dans l'environnement. Donc c'est un réseau sans fil. L'intérêt de ces capteurs qui sont entièrement autonomes. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller tous les 3 jours changer les piles. Ils sont munis d'une petite cellule solaire. Ils sont optimisés pour économiser énormément d'énergie. Et ils communiquent en réseau sans fil, dit mesh, c'est-à-dire qu'ils se relaient les messages les uns aux autres pour sortir l'information sur une station centrale connectée à Internet. Je vais revenir plus en détail sur chacun. On a également des micros déployés sur le site pour mesurer l'acoustique de l'environnement. Alors à quoi ça sert? Ça sert à identifier les insectes, les abeilles par exemple, quand elles passent, les oiseaux, de connaître l'environnement sonore. Est-ce qu'il y a de l'orage? À quelle fréquence? Est-ce qu'il y a de la pluie, etc. On s'est rendu compte qu'un micro bien calibré avec une bonne machine à base d'intelligence artificielle était beaucoup plus efficace qu'un pluviomètre, etc. Et enfin, nous avons des caméras qui là nous permettent donc initialement uniquement d'avoir un visuel sur le site, de pouvoir par exemple quantifier la hauteur de neige dans l'environnement, la couleur de l'herbe, etc., d'identifier éventuellement des zones asséchées. Depuis peu, je vous montrerai à la fin, grâce à des étudiants de chez nous, on a une nouvelle application qui se connecte à ces caméras, qui permet également de faire de l'identification d'animaux et de personnes sur le site, afin de les géolocaliser. Donc juste, je vais revenir un petit peu sur le réseau de capteurs en lui-même. Donc en fait, il y a 5 sites. Initialement, cette photo n'est pas très actualisée, je m'en voudrais pas. Il y a un 5e site ici. Donc là, c'est des zones où on a déployé tous nos capteurs, donc qui communiquent en sans fil, et qui ont donc des stations relais longue portée. Donc c'est les traits orange que vous voyez là, qui sont faits des Wi-Fi unidirectionnels de 10 km. Donc on a une portée de 10 km et chaque capteur a lui-même une portée de 300 mètres. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces capteurs? Alors avant tout, la petite cellule solaire, vous voyez, c'est pas très grand, qui donc permet de réalimenter en continu la batterie. Il se trouve que nos batteries, le système est conçu pour avoir 6 mois d'autonomie pleine sur batterie et que 1 mois d'ensoleillement sur l'année permet de recharger entièrement la batterie.
Et puis on trouve donc dedans différents capteurs par défaut, capteurs de pression, de vent, d'humidité. On a un petit micro embarqué, un baromètre, etc. Et puis on a surtout ce petit connecteur en bas qui permet en fait d'ajouter des sondes diverses et variées. Donc par exemple, on peut avoir une sonde pour mesurer dans le sol la moisissure, l'humidité, des sondes pour mesurer la qualité de l'eau, mais également pour interfacer tout autre système d'autres universités. Par exemple, on a une université qui s'occupe de monitorer le trafic de poissons au sein des différents bassins. Donc ils ont une antenne avec du RFID pour mesurer et compter le nombre de poissons. Ben, leur système se connecte à cette interface afin d'avoir à distance cette information. Ils nous ont dit merci beaucoup parce que à l'époque, quand ils déployaient leur infrastructure, ils allaient justement avec leur petite clé USB relever les données tous les 3 jours parce qu'après c'était saturé. Alors au niveau du son, c'est le projet Tizam qui est en fait un système qui utilise des techniques d'intelligence artificielle, de deep learning, qui apprend à identifier et à reconnaître des patterns sonores en temps réel et qui apprend à dire ceci je ne le connais pas et nous demande à un expert quel est ce son. Donc au début le système démarre très naïvement, il entend de la pluie, il dit qu'est-ce que c'est de la pluie, puis au bout d'un moment il dit bah, là c'est calme, on lui dit c'est calme, puis au bout d'un moment il a un son et puis on lui dit ah bah ceci est un oiseau, puis au bout d'un moment il nous dit ceci est un oiseau, est-ce que je sais quel est cet oiseau, et puis on lui dit bon bah ça c'est un corbeau, puis la fois d'après il y a un autre corbeau, il nous dit est-ce que c'est effectivement bien un corbeau, et donc c'est un système qui a appris à identifier les sons sonores. Donc j'ai une petite vidéo qui est censée marcher en temps réel. Donc par exemple, on a le micro 19 qui est sélectionné. Donc on voit ici l'analyse en temps réel du flux audio. Donc quand voilà, on entend de temps en temps des oiseaux. On entend bien. Donc ça c'est un blackbird qui a été détecté ici. Voilà, là on voit le blackbird. Et en fait, ça nous permet d'avoir des statistiques sur l'année, sur les différentes détections d'oiseaux, et donc de quantifier les flux migratoires. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de savoir quand un nouvel oiseau apparaît sur le site, puisque dans le processus de restauration, on peut espérer qu'en restaurant l'environnement, on attire de plus en plus d'oiseaux et que ça devient un site migratoire et un sanctuaire pour les oiseaux. Donc bien sûr, on a la répartition statistique, donc c'est encore un travail en cours où l'idée, c'est d'être capable d'identifier chaque individu de chaque espèce pour pouvoir les retracer au cours des années et de suivre précisément leur trafic. Alors on a aussi des drones, parce qu'il faut toujours des drones, c'est toujours bien. Les drones, à quoi ils nous servent? Ils nous servent en fait à faire des vues aériennes, parce que quand on restaure une zone, quand on a un cours d'eau qui passe, ce cours d'eau il va favoriser le développement de certaines bactéries qui vont peut-être favoriser le développement de certaines plantes. Et puis ces plantes, en poussant avec des racines, vont peut-être changer un peu la topologie du sol, vont peut-être attirer des animaux qui vont venir changer le sol. Et donc les cours d'eau qui étaient là avant, il s'est peut-être déplacé. Et donc en fait, il faut périodiquement mettre à jour la cartographie au sol. Et donc pour ça, on utilise des drones automatiques on va leur indiquer dans un environnement virtuel qu'il nous faut mettre à jour cette zone. Donc c'est une petite vidéo que j'ai là. On indique au drone quel endroit il doit être mis à jour. Et puis automatiquement, il s'envole sur le site, va prendre sa photo et revient sur sa station au sol. Alors, à propos du réseau, alors du double réseau, là on va parler de l'infrastructure du réseau, mais surtout du réseau de personnes qui sont derrière toutes ces technologies. Je vous présente Brian Mayton. Brian, qui est donc l'ingénieur en chef qui a conçu les réseaux de capteurs et une grande partie de l'infrastructure. Et Gershon Dublon, qui en ce moment même est en train de soutenir sa thèse en présentant exactement la même chose que je vous présente. Donc on a un petit lien psychique en ce moment même. Et ici, nous avons donc un exemple de station, concrètement, pour vous montrer à quoi ça ressemble, une station au sol. C'est les stations de relais, avec ici l'antenne unidirectionnelle Wi-Fi qui est alimentée sur panneaux solaires et qui est en fait connectée à l'ensemble des capteurs qui sont dans cette zone. Donc on ne les voit pas, ils sont perdus dans les hautes herbes. Mais si on y porte bien, là, tout à l'heure, je vous ai parlé de fish tagging. Ici, en fait, il y a une espèce de fil. En fait, c'est une petite antenne qui permet de compter les poissons qui passent. Et donc, ce système de comptage de poissons est lui-même alimenté par
connecté au capteur que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est relais à cette station, et cette station nous sort toutes ces données en temps réel. D'accord. Bon. Aujourd'hui, là, nous avons collecté les données, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Il y a 3 plans. Alors bien sûr, on a un système de visualisation graphique qui était innovant à son époque, mais qui est somme toute ce qu'il y a de plus classique. Je vous présenterai tout à l'heure. Le souci quand on utilise des systèmes de visualisation graphique, c'est qu'on a du mal à se représenter à quoi ressemble l'environnement. Même pour quelqu'un qui connaît très bien Tidmarsh, quand je regarde ces courbes-là, même si j'ai un fond de carte derrière, j'ai du mal à me représenter concrètement, ça veut dire quoi d'avoir tant d'humidité à tel endroit. C'est pas très clair. Ça peut parler à certains scientifiques qui connaissent bien le sujet, mais c'est pas très visuel. Donc on a créé un système de réalité immersive dans lequel l'ensemble de l'environnement est resynthétisé à partir des données collectées à partir des capteurs. Donc ça veut dire ça va aussi bien de la topologie grâce au drone, des caméras pour avoir la couleur et la hauteur d'herbe, de la présence d'oiseaux à partir de petites âmes, etc., etc. Donc ce genre de technologie, c'est très bien parce que ça permet de bien se représenter l'environnement tel qu'il est concrètement. Mais une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que l'environnement est en stress? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il se comporte bien? Dans un environnement virtuel, bien sûr, si on voit de l'herbe jaune au sol, on se dit on pourrait y mettre un petit peu d'eau, comme à la maison quand on voit une fleur qui tombe de l'œil. Sauf qu'un environnement, un wetland, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est très difficile en fait visuellement de se rendre compte est-ce que l'environnement va bien ou va pas bien. Donc on a développé ce qu'on appelle une prise de conscience sonifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça consiste concrètement à générer de la musique à partir des capteurs. C'est-à-dire que c'est de la musique qui va être pilotée à partir des données qu'on reçoit de l'environnement. Concrètement, on va voir tel rythme musical qui va être piloté par la luminosité et tel autre par la température. Donc tant que la luminosité et la température sont corrélées, la musique me semble harmonieuse. Tout d'un coup, si les données commencent à être décorrélées, la musique va être dissonante, va être désagréable et donc va nous induire une sensation de stress. Et donc c'est tout ce travail de sonification qui permet en fait à l'utilisateur de se rendre compte du bien-être de l'environnement. Ça c'est possible grâce à notre cortex auditif, parce que notre cortex visuel, lui, il a tendance à nous mentir, c'est-à-dire que quand il a dans son champ visuel quelque chose d'incohérent et d'inconsistant, il va générer une nouvelle image, d'où les trompe-l'œil. Vous avez tous joué à des jeux où sur Internet, on regarde une image et puis on y passe 10 secondes et puis on voit quelque chose qui s'y dessine, on voit autre chose. Notre cortex auditif, il fait le processus exactement inverse. Lui, il est extrêmement sensible aux irrégularités et aux perturbations. C'est pour ça qu'on aime être surpris en musique, etc. Et donc l'intérêt, c'est d'utiliser le cortex visuel ici pour avoir une perception de l'environnement global, mais le cortex auditif pour nous indiquer la sensation de stress de l'environnement, puisque c'est ça qui nous intéresse, notamment. Bon, j'ai quelques petites vidéos qui vous présentent donc l'environnement graphique. Donc là, on a les stations au sol. Donc là, cet environnement, en fait, il mappe l'ensemble des courbes que vous avez en bas. Donc vous voyez que là, ces courbes-là, c'est quand même pas très lisible de se rendre compte en termes spatial ce que ça donne. Donc là, par exemple, on a l'humidité, la répartition de l'humidité sur une zone donnée. Donc l'intérêt, c'est qu'on a une haute résolution des télémesures, ce qui permet d'avoir vraiment une bonne cartographie. Donc, toutes les constantes, la santé du réseau aussi, c'est important de savoir quand le système va tomber en panne. Et bien sûr, tout ça, c'est en temps réel. Donc là, on a l'évolution en interne de la luminosité en fonction de la luminosité réelle sur le site. Donc quand je dis temps réel, on est à 3 secondes. Bien sûr, ça inclut un ensemble d'outils d'analyse assez classiques pour faire de la corrélation de variables, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc quand on a des corrélations, on peut sélectionner ici des points et puis voir quels sont les points en jeu qui ont des similarités, etc. On peut avoir à distance différentes données sur les capteurs, où est-ce qu'ils sont localisés, les photos.
La santé du réseau, c'est quelque chose de très important. D'être capable d'avoir une qualité de service continue tout au long de l'année, d'être sûr qu'on n'a pas de perte de paquets, pas de perte d'informations. Alors bien sûr, on a aussi les mêmes choses pour nos grandes stations au sol, parce que si nos capteurs sont autonomes et qu'il n'y a personne pour relayer les données, on a un problème. Donc on est capable de mesurer en temps réel et de visualiser le niveau d'ensoleillement, les niveaux de batterie, etc. et d'associer une correspondance avec la météo, quand il a plu, quand il y a eu de la neige, etc. Enfin, ça, c'est toute la dimension ingénierie pour arriver à optimiser la localisation de nos stations et le dimensionnement des batteries, etc. Donc quand on a utilisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce genre d'environnement, vous l'avez bien vu, c'est intéressant de se rendre compte comment spatialement et à travers le temps une constante évolue, mais si on a 3-4 constantes, on ne peut pas les comparer les unes aux autres. C'est difficile de se représenter l'environnement tel qu'il est, et donc pour ça on a Doppel Lab, Doppel March 3, donc c'est la version 3. Donc la musique que vous entendez derrière, c'est justement la musique sonifiée, donc là vous voyez c'est un peu calme, c'est serein, donc ça veut dire que tout se passe bien. Donc là, c'est un peu un voyage dans le temps que je nous fais juste pour qu'on ait quelques visuels, quelques rendus avec de la neige. Alors, c'est de la pluie. Donc tout ça a été conçu pour des casques de réalité immersive, non pas pour faire sur l'écran d'ordinateur, c'est pas mal, mais bon. Ça, c'est le mode sensor qui nous permet en fait de visualiser en temps réel quelles sont les données qui sont resynthétisées par l'environnement, donc directement pilotées. Quand vous voyez des petites bulles, en fait, c'est une mise à jour du capteur. Donc on a mis à jour les différentes informations. On a des animaux qui sont détectés par TZAM. Donc bien sûr, ils sont remappés dans l'environnement. Alors actuellement, leur comportement, c'est un automate, tout simple. On sait qu'ils sont à peu près dans cette zone, mais il n'y a pas de trace exacte de leur comportement animal. Ça, c'est tout un pan du travail qu'on aimerait étendre pour pouvoir exactement analyser virtuellement le comportement animalier. Bien sûr, après on est dans un jeu vidéo, donc on peut rajouter des fantaisies, une voiture pour se balader, qui envoie des informations. Donc, je vous présenterai un projet de nos étudiants intéressés dans ce sujet-là. Bon, normalement c'est vraiment très joli, mais là on a eu un problème de luminosité. Alors là, vous voyez, c'est juste pour illustrer en fait la sensation qu'on perçoit quand les données commencent à être décorrélées. Là, en courant dans l'environnement, en fait, la musique elle est pilotée par une succession de sensors et pas le même. Et donc, la musique change en fonction des données. Donc, ce logiciel est téléchargeable sur Internet. Tout ce que je vous présente ici est open source et est libre d'accès. Alors bien sûr, quand on a travaillé sur de la réalité virtuelle, on peut jouer avec des HoloLens, avec de l'holographique. Donc on a chargé cette fois-ci Doppel March sur des HoloLens. Alors bien sûr, sur une HoloLens, vu que tout le calcul est embarqué, on est limité en nombre de polynômes. Donc on ne peut pas avoir le même niveau de résolution que sur un ordinateur. Mais c'est un exemple de rendu qu'on peut avoir. Ça a été très difficile de filmer ça d'ailleurs. Donc là, quand la petite boule blanche, ça représente en fait notre centre d'intérêt. Et donc en fait, en se déplaçant, on a une mise à jour ici des différentes données de capteurs. Donc même principe, quand on voit des oiseaux, c'est parce que ces oiseaux ont été détectés par TZAM en temps réel. Dernière vidéo, c'est je vais vous montrer le framework, parce que derrière cette musique qui a été générée, en fait, il y a tout un tas de compositeurs, d'artistes qui ont travaillé. Donc la question, ça n'a pas été juste de dire on va faire une musique pilotée par les capteurs. On a développé tout un framework, en fait 3 versions d'un même framework, qui permet en fait à un artiste de créer de la musique sonifiée, pilotée par des capteurs. Donc, ça peut aussi donner des idées à certains de nos étudiants passionnés de musique. Donc, on va vous présenter Sound Film. Donc comment ça se passe? Là, on a un ensemble de capteurs, on va les sélectionner et puis on va dire qu'est-ce qui nous intéresse, par exemple la température. On va pouvoir lier plusieurs capteurs ensemble pour agréger les données. Par exemple, on peut prendre 2 capteurs de température qui sont à 10 mètres l'un de l'autre. Et puis on va leur associer des patchs musicaux.
qui vont être donc directement pilotées. On pourra piloter la fréquence en fonction de la température. Après, on peut multiplier le nombre de patchs et enfin arriver à composer de la musique. Alors dans la version 2, on a un peu augmenté l'outil en fournissant une représentation 2D pour mieux visualiser. Donc là, sur cet axe, on a par exemple la température. Sur celui-là, on a la luminosité. Et en fait, en se baladant dans l'environnement, on se déplace sur cette carte. Et dans cette carte, en fonction des zones où on se trouve, on joue tel ou tel instrument de musique avec telle ou telle intensité, les unes par rapport aux autres. Alors enfin, c'est spatialisé, donc ceux qu'on est un home cinéma à la maison, ils ont dû jouer à la spatialisation. Ça permet en fait de donner l'impression d'être au milieu du son et non plus que le son sort de nos deux haut-parleurs. Et donc on est vraiment en immersion dans le son, donc il est spatialisé et spatialisé dans l'environnement. Ça, c'est la dernière version, un peu plus sophistiquée encore. Cette fois-ci, même principe, on sélectionne nos capteurs. Mais la différence, c'est qu'on va y associer des profils environnementaux. C'est-à-dire, au lieu de juste piloter par la température, la luminosité, on va dire que là, on est en contexte de stress, à tel niveau d'humidité, pour telle température, etc., dans tel endroit. Ça correspond à un profil donné de sécheresse, de stress, de bien-être. Et donc, ces profils sont mappés sur la texture musicale. Donc, qui permet d'accroître significativement l'expressivité de la musique générée. Donc là, c'est pas très agréable. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça veut dire que l'environnement, il va pas très bien. D'ailleurs, ça se voit là quand on est en plein jour. Le sol, il est pas, c'est pas la meilleure herbe au monde. Voilà. Alors, ça, c'était pour toutes les technologies de réalité, ce qu'on appelle de la téléprésence, c'est de donner la perception que l'on est sur le site à distance. Malheureusement, sur les projets de perception augmentée, on n'a pas encore de vidéo, parce que les vidéos, on peut les faire que pendant l'été, et on s'est un peu raté sur le calendrier. Donc, je vais quand même vous parler du projet IRZER, qui est très intéressant. Donc, il s'agit d'un casque. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un bon de conduction. C'est un petit dispositif qui, en fait, permet de retranscrire du son à nos tympans à travers nos osselets, et non pas en obstruant notre oreille. Donc, en fait, ça permet de faire une superposition entre le son qu'on écoute naturellement et un son rajouté dessus par superposition. On a en plus un accéléromètre qui permet de calculer la trajectoire de la tête, des caméras qui regardent nos iris et une caméra de front, de vue de face. Et en fait, cet ensemble de dispositifs est capable de détecter précisément sur quoi est portée notre attention. Donc si, par exemple, dans le scénario où on regarde des oies qui sont à 300 mètres, ce système détecte que l'on regarde des oies et va donc pouvoir démarrer les micros, enfin nous jouer le son produit par les micros, respatialisé, comme si on se situait à 2 mètres des oies. Donc c'est comme ça qu'on perçoit l'augmentation des perceptions, c'est je peux regarder, un peu comme il doit sûrement y avoir un super-héros qui a ce pouvoir d'écouter à 1 km quelque chose, c'est exactement la sensation qu'on a. Alors c'est un peu déroutant parce que quand on le porte pour la première fois, on regarde un peu partout et puis en fait on a un effet de vertige parce que le son passe de là à là-bas instantanément, parce que vu que c'est spatialisé, il y a une continuité constante de restitution du son à 300 mètres. Donc c'est un peu perturbant. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on a rajouté également là-dessus ? La sonification, la musique sonifiée, c'est là où est le vrai intérêt. C'est qu'en fait, on a une superposition de cette musique en background de ce qu'on écoute. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on s'approche d'un capteur, par exemple, eh bien, on va par exemple écraser le sol, changer l'humidité locale, augmenter de la pression, etc. Et donc la musique va être altérée. Et donc là, en fait, ça permet de donner une boucle de rétroaction sur notre comportement dans l'environnement. En marchant dans l'environnement, on a la perception à travers cette musique de nos actions sur l'environnement.
Et c'est la première fois, je veux dire, on marche tous sur des fourmis, on le sait, mais on ne l'a jamais perçu. Et c'est une démarche très, très intéressante d'engagement public de cette technologie. Donc c'est pareil, c'est un travail en cours, donc c'est justement la thèse de Gershon Dublon qui se déroule en ce moment même. Alors bien sûr, toutes ces technologies sont toutes interfacées et interconnectées les unes les autres à travers une infra qui s'appelle Chain API, donc qui a été aussi développée par notre groupe. C'est entièrement open source et toutes les données sont accessibles à tous. C'est le but du jeu, c'est que les scientifiques qui travaillent dans l'écologie et l'environnement puissent y accéder et étudier tout cela. Mais également, toute personne qui souhaite contribuer et mener une expérimentation sur ce terrain de jeu peut facilement s'interfacer à distance ou localement avec cette technologie. Alors enfin, on a quand même quelques étudiants qui ont contribué en ce sens au projet. Donc Tizam Vidéo, qui a été réalisé par l'équipe de Midi, Lies Grégor, Charlie Hotman. Vous pouvez lever vos mains au passage, histoire qu'on vous identifie. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de caméra au tout début de la présentation, mais en fait, j'ai un peu tout passé sous silence. Et en fait, eux, ils ont développé à partir de technologies d'intelligence artificielle un framework qui est capable d'analyser en temps réel le flux vidéo des différentes caméras pour identifier les animaux, etc. Bon. Voici un exemple. Nous avons une jolie petite famille d'oies. Et donc, effectivement, leur système analyse et détecte qu'effectivement, c'est un organisme, un poisson, un oiseau aquatique qui se balade en temps réel. Donc bon, c'est pas un swan, mais on y est presque. C'est Canada Goose, mais bon, on leur en veut pas. Il faut savoir que dans le framework, il y a plus de 3500 espèces identifiées, ce qui fait une jolie collection de classes. Et là, à leur décharge, la luminosité ne joue pas avec eux. J'aurais mis au défi de quiconque de me dire qu'il s'agissait d'oies. Et puis enfin, quand on a des événements vraiment ponctuels, un martin pêcheur, c'est quand même bien aussi de pouvoir l'attraper à la volée, à son tour. Et puis on a notre ami le héron, qui est très amoureux de nos caméras et qui donc, on ne sait toujours pas pourquoi, il est tout le temps campé là. Et ce qui est très, très rigolo, c'est que dans le paysage, des fois on le voit en arrière-plan et puis on comprend. Parce que là, jusqu'à présent, avant ce projet, on avait un système assez primaire qui faisait de la détection de variations d'image. Et donc bien sûr, quand il y avait un peu de vent, ça déclenchait un événement pour enregistrer la vidéo. Et donc des fois, on disait « Ah non, mais il n'y a rien qui a bougé ». Et en fait, on voyait notre père, le héron, caché, immobile au fond. Et puis des fois, il faisait « tac ». Il nous faisait des petites blagues. Donc on a beaucoup de vidéos un peu cocasses. Et cette équipe a passé du temps à jouer avec ces vidéos. Je vais vous parler d'un autre projet qui s'appelle Doppelmarsch Visitor. Donc, ils ont travaillé sur la réalité virtuelle. Donc, Neil, David, Julian et Kang. Vous pouvez lever vos mains. Voilà, ils sont un peu disséminés. Cette équipe s'est intéressée à comment est-ce que donner la perception à l'utilisateur d'être dans l'environnement virtuel qui lui donne lui-même la sensation d'être sur place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont greffé des mains à l'utilisateur. Ah. Donc dans l'environnement virtuel, ils ont greffé des mains et créé une montre holographique, parce que malheureusement on n'en a pas encore en vrai, qui permet justement d'avoir des informations supplémentaires. Donc par exemple, quand on se déplace dans l'environnement, le système peut nous dire il y a peut-être quelque chose qui t'intéresse à cet endroit-là, et nous démarre un flux vidéo, donc qui en l'occurrence est connecté à l'autre projet, mais aussi qui peut nous donner par exemple la localisation, une carte pour nous indiquer où est-ce que l'on se trouve, avec en temps réel les capteurs qui nous donnent cette information en plus. Donc tous ces projets, je tiens à le souligner, c'est 3 mois de travail. Donc c'est conséquent, c'est un investissement et c'est du bel ouvrage d'arriver à ce niveau de travail et de résultat, tout simplement. Le dernier projet que je vais vous parler, c'est Tizam App. Alors il est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé au Media Lab sur l'environnement virtuel, etc. Et puis on a un peu complètement oublié, je pense que c'est le terme, qu'on vit encore à l'époque des smartphones. Et il se trouve qu'on n'avait pas d'application smartphone. Et donc, vu qu'on a trouvé des étudiants qui voulaient faire des applications smartphone, Sabri, Younes, Antoine et Georges, vous pouvez lever la main. Bravo Sabri.
Mais je crois que ceci dit, tu es le principal contributeur à ce projet également. Nous avons fait une application donc, smartphone, donc pareil, en 2 mois pour le coup, qui permet de collecter l'ensemble de ces données, de se connecter donc, à l'infrastructure et d'avoir en temps réel, donc tout d'abord, je crois que on va avoir les sorties de Tizam. Donc là, par exemple, bon, le capteur nous dit qu'il est en train de pleuvoir et qu'il y a des oiseaux en forêt. Bon, c'est pas très original. Et puis on peut cliquer sur un capteur données, avoir l'historique des données sur l'année, en tout cas là c'est la moyenne, avoir le détail mensuel, descendre à la journée jusqu'à l'heure. Donc si on veut par exemple savoir plus précisément quels sont les oiseaux présents, on a la répartition des détections. Et puis, si on ne connaît pas, si on ne sait pas ce qu'est un Red-winged Blackbird, on peut cliquer dessus, ou un Downy Woodpecker, puis avoir une jolie photo, une petite description. La description vient de Wikipédia. Wikipédia n'est pas très bavard sur le Downy Woodpecker. Je suggère que quelqu'un écrive la page Wikipédia à ce sujet-là. Et puis, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des travaux en cours par nos étudiants. Et puis là, on a la sortie en temps réel des détections de Tizam. Donc bon, ce jour-là, il pleut beaucoup. Sabrite aurait pu prendre un jour où il faisait beau. mais bon, voilà, je pense qu'on a compris, ça illustre bien le travail donné. Et il faut savoir que tous ces projets vont être incorporés sur le GitHub du MIT officiellement. Alors, on va faire ça en février parce que l'équipe a trouvé que c'était un super boulot qui a été fait. Donc là, pour résumer, c'est une illustration qu'on a donc transmise quand on a publié donc tous ces travaux ont été présentés dans un journal publié au MIT Press l'an dernier. Ça, c'est l'illustration qui a été produite pour l'occasion, qui résume un peu l'ambiance du projet, où on retrouve nos drones, le visiteur ici avec ses perceptions augmentées, les stations au sol, les capteurs qui mesurent dans l'eau, la qualité de l'eau dans le sol, ici le fish tagging, les micros. La fibre optique, vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de kilomètres de fibre optique qu'on a déployé et redéployé parce que les animaux sont friands de fibre optique. Ils peuvent en manger des quantités incroyables. On a tiré des fils dans les marais où on en avait jusque-là avec des tiques et puis on arrivait avec un bout du fil et on n'a jamais retrouvé l'autre. Et après, non, mais là, vu qu'on est quand même censé être cohérent, c'est qu'on l'a recherché l'autre bout. Hein. On l'a cherché dans tout le marais et ça peut prendre longtemps au milieu des tiques. Enfin bon, voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite à nous rendre visite sur place ou en ligne.